Bonjour à tous. Notre histoire commence à Ninive, l'une des plus anciennes villes de Mésopotamie, située sur la rive est du Tigre. Née d'un village fondé au 7e millénaire avant notre ère, elle voit passer les époques sumérienne, akkadienne et babylonienne avant de devenir à son apogée la dernière capitale de l'Empire assyrien. Elle est pillée puis détruite à sa chute en -612. À la recherche de Ninive, le Britannique Austin Henry Layard fouille le site archéologique de Nimroud de 1845 à 1851. Au final, il se rend vite compte qu'il fait erreur, qu'il n'est pas sur le bon site. Mais il découvre l'ancienne ville de Kalkou, une autre ville d'importance de Mésopotamie, détruite elle aussi 2 ans avant Ninive. Il poursuit ensuite ses recherches à Mossoul, à 35 km de Nimroud. La série de fouilles qu'il y entreprend a beaucoup contribué à identifier la localisation de la légendaire Ninive, que l'on situe actuellement dans les faubourgs de l'actuel Mossoul. Ces fouilles de Ninive et de Kalkou ont permis de sortir de terre un grand nombre de ruines et de tablettes d'argile, dont l'étude a permis de développer considérablement notre connaissance de cette époque. Mais malheureusement, ces sites plusieurs fois millénaires ont été détruits par l'État islamique en 2014 avant d'avoir pu nous raconter toute leur histoire. Bon alors, c'est quoi le rapport entre tout ça et notre sujet? Eh bien, parmi les nombreux objets trouvés sur ces lieux de fouilles et ramenés en Angleterre pour leur étude, il y a probablement le plus vieil instrument optique jamais découvert. C'est la lentille de Nimroud, appelée aussi lentille de Layard, datée du 8e siècle avant Jésus-Christ. Cette région a été un vaste carrefour commercial pendant une très longue période. Cette lentille a-t-elle été construite ici? Ou est-ce le fruit d'un échange commercial avec une autre civilisation? C'est impossible à dire, mais surtout, la question que l'on va se poser aujourd'hui, à quoi pouvait-elle servir? Les Égyptiens, Assyriens et les Babyloniens ont une approche empirique de la science. Le mot science d'ailleurs n'est pas vraiment adapté. Ils se contentent d'observer et de consigner leurs observations. Lorsqu'ils observent des propriétés, comme celle du verre, ils les utilisent pour fabriquer des outils. Ces observations ont d'ailleurs produit un nombre très important de données qui ont notamment servi à l'élaboration des théories astronomiques grecques. La lentille de Nimroud nous apprend qu'ils ont vraisemblablement utilisé des lentilles, mais ils n'ont pas essayé d'expliquer l'origine du phénomène qu'ils ont observé et utilisé. En tout cas, on n'en a aucune trace. Et c'est tout ce qui va changer avec l'apparition de la science grecque. Pour les Grecs, le sujet n'est pas d'expliquer le phénomène de la lumière ni de couleur, mais celui de la vision. Optique, optica en grec ancien, signifie d'ailleurs vision. Le premier à s'interroger sur ce sujet est le philosophe sicilien Empédocle, né au 5e siècle avant notre ère. Il est suivi par Platon et Aristote. Il développe la théorie de l'émission pour expliquer la vision. Dans cette théorie, l'œil émet un rayon lumineux vers l'objet, ce qui lui permet de créer cette sensation de vision qui est le résultat de l'interaction entre le rayon émis et l'objet. Pour Empédocle, l'œil humain, comme le monde, est composé des 4 éléments: l'eau, feu, terre et vent. Et c'est Aphrodite qui allume le feu au centre de l'œil, qui émet la lumière et qui rend possible la vision. Platon reprend la théorie de la vision d'Empédocle, mais ajoute qu'il est possible que le rayon émis par l'œil interagisse avec un rayon émis par le soleil sur l'objet, ce qui permettrait notamment d'expliquer l'absence de vision nocturne. On garde toutefois les 4 éléments ainsi que la nature divine du phénomène. Aristote reprend lui aussi cette théorie. Il ajoute au passage dans sa cosmologie l'éther qui serait la forme la plus pure de l'air, concept qu'il a sûrement repris à Pythagore. Bref, je ne rentre pas dans le détail de la vie et des œuvres d'Aristote et de Platon. J'ai déjà parlé de leur rapport en astronomie dans les vidéos sur l'astronomie grecque. Les liens sont dans la description si vous voulez aller les voir. Pour le reste, il faut aborder ça sous un aspect philosophique et je ne suis clairement pas la bonne personne pour ça. Parce qu'on n'est pas vraiment sur une démarche scientifique, mais bien plus philosophique, bâtie à la fois sur la cosmologie de chacun de ces philosophes et l'intuition que l'œil émettrait ce rayon lumineux. Alors, cette intuition n'est pas infondée non plus. En regardant un chat de nuit, vous allez avoir l'impression que ses yeux émettent de la lumière. Alors, pourquoi est-ce que notre œil ne ferait pas la même chose ? De l'autre côté, nous avons Démocrite et la théorie de l'intromission. Pour lui, c'est l'inverse, ce sont les objets qui envoient un rayon sur l'œil pour créer la vision. Alors on va s'arrêter un peu sur Démocrite, car c'est un personnage vraiment fascinant. Il naît vers -460 à Abdère. En grec ancien, Démocrite signifie « choisi par le peuple ». Il est un peu plus jeune que Socrate, mais un peu plus âgé que Platon, bref, entre les deux quoi. Il est élevé par des mages perses installés à Abdère depuis que Xerxès Ier l'a envahi 20 ans plus tôt. Xerxès, c'est le roi des Perses, qui ressemble à Dalcine dans le film 300. Il apprend des mages perses la théologie et l'astronomie. À l'âge de 20 ans, il devient le disciple de Leucippe.
Alors de Leucippe, on ne sait rien. Pour certains, il serait né à Millet en Ionie, et pour d'autres, il n'aurait même jamais existé. Il est impossible de séparer les idées de Démocrite de celles de Leucippe, car leurs écrits sont mélangés dans les œuvres de Démocrite, ce qui crée le flou autour de ce personnage. Démocrite hérite ensuite d'une grande fortune de son père et en profite pour aller voyager. Il aurait voyagé en Égypte, en Perse, en Babylonie, en Éthiopie et même, dit-on, en Inde. Il y apprend notamment la géométrie et l'astrologie. Et quand il n'a plus d'argent, il rentre chez lui à Abdère et il vit comme un reclus pour le reste de sa vie. Démocrite, c'est un passionné de connaissances qui s'intéresse à tout. L'éthique, les mathématiques et la physique, la cosmologie et l'astrologie, la médecine, la botanique et la zoologie. Outre ses traités scientifiques, il est l'auteur de traités sur des sujets plus techniques comme l'agriculture, la peinture ou encore les techniques militaires. Mais ces textes-là sont aujourd'hui perdus. Il meurt vers l'âge de 90 ans après s'être laissé mourir, ne supportant plus la vieillesse qui affaiblissait sa mémoire et ses capacités mentales. Il écrit un nombre très impressionnant de livres sur la physique, les mathématiques et la philosophie, la musique, l'art. On le considère comme l'un des premiers encyclopédistes, tellement son savoir est immense dans tous les domaines. En physique, il reprend la théorie atomiste de son maître Leucippe. Difficile de dire ce qui est à Leucippe de ce qui est à Démocrite sur le sujet. Mais dans tous les cas, Démocrite développe et popularise cette théorie et il l'incarne aux yeux de ses contemporains. Dans son ouvrage de la colère de Dieu, écrit vers 320 après Jésus-Christ, le chrétien Lactance, opposé fermement à cette théorie, écrit à propos de Leucippe. Les anciens philosophes expliquaient que tout est constitué par 4 éléments. Lui n'a pas voulu de cette explication par peur de paraître marcher sur les traces d'autrui. Mais il a prétendu que ces éléments eux-mêmes avaient pour origine d'autres éléments que l'on ne pouvait ni voir, ni toucher, ni percevoir par aucune partie du corps. Ils sont si ténus, dit-il, qu'il n'y a pas de lame de fer assez fine pour pouvoir les couper et les diviser. Par la suite, il leur a donné le nom d'atomes. Aristote explique la théorie de Démocrite dans son livre « De la génération et de la corruption ». Si tout corps est divisible à l'infini, de deux choses l'une, ou il ne restera rien, ou il restera quelque chose. Dans le premier cas, la division ne saurait aboutir à un néant pur et simple, car alors la matière n'aurait qu'une existence virtuelle. Dans le second cas, on se pose la question, que reste-t-il? La réponse la plus logique, c'est l'existence d'éléments réels, indivisibles et insécables, appelés donc atomes. Pour Démocrite, les éléments, terre, eau, feu et air, ne sont pas primordiaux. L'univers est discontinu et constitué de matière et de vide. Toute la matière est constituée d'atomes, ce qui veut dire insécable en grec ancien. Ces atomes sont tous de même substance et ne diffèrent les uns les autres que par leur mouvement et par leur forme, certains étant plus grands ou plus massifs que d'autres. Ce sont des corpuscules solides qui sont séparés par des intervalles de vide. Leur taille est tellement petite qu'elle est imperceptible à notre échelle. Ces atomes ne peuvent pas être modifiés ni altérés. Au gré de leur mouvement aléatoire, ces atomes forment des structures complexes quand ils se rencontrent, structures qui semblent se détruire quand les atomes se séparent. De cette façon, nous pouvons percevoir des objets qui n'existent pas en tant que tels en réalité. Il en est de même pour les éléments primordiaux, ainsi que pour l'âme. Autour de cette philosophie matérialiste, Démocrite écrit toute une cosmologie bâtie autour de la pluralité des mondes. L'univers est infini, et des mondes divers se créent et se détruisent en permanence, au gré des mouvements des atomes qui se rassemblent ou se séparent. Quand un monde meurt, d'autres sont créés, par les atomes qui après leur séparation vont s'assembler avec d'autres atomes voyageurs. Les mondes sont gouvernés par des forces créatrices et destructrices aveugles que sont les mouvements aléatoires des atomes. Le hasard. Il n'y a pas de force divine ou de grand architecte. Démocrite est profondément athée. Il n'y a pas la place pour les dieux dans la philosophie atomiste. Et c'est en partie pour cette raison que Démocrite et les atomistes seront combattus par quasi tous les philosophes grecs, puis chrétiens jusqu'à la Renaissance. Accessoirement, c'est aussi pour ça qu'il est parvenu jusque nous, car un grand nombre de philosophes ont écrit des livres contre Démocrite, Aristote, son grand adversaire le premier, nous permettant d'en avoir une bonne connaissance aujourd'hui. L'agencement des atomes, en plus de former toutes les choses de l'univers, produit des simulacres. Ces simulacres, composés eux aussi d'atomes, sont créés par la surface des objets et sont envoyés vers l'être humain qui, grâce à ses sens, va acquérir des informations sur l'objet. Ces simulacres sont envoyés dans toutes les directions à une vitesse infinie. Démocrite est aussi le premier à fournir une description biologique de l'œil. Et c'est donc tout naturellement qu'il contredit la théorie de l'émission d'Empédocle, Platon et Aristote en expliquant la vision d'une toute autre façon. L'objet, constitué d'atomes, envoie les simulacres créés par sa surface, qui sont une image de l'objet directement vers l'œil, créant donc cette sensation de vision. La philosophie de l'atomisme, introduite par Leucippe, développée par Démocrite, sera reprise par le philosophe grec Épicure au IIIe siècle avant notre ère, puis par le philosophe latin Lucrèce 2 siècles plus tard. Et avec elle, la théorie de l'intromission. Démocrite est souvent décrit aujourd'hui comme le père de la science moderne.
Bon, il faut faire attention quand même, hein. La théorie de l'atomisme est surtout philosophique, tout autant que la cosmologie de Platon par exemple. Si les deux sont des tentatives d'expliquer le réel qu'ils observent, aucune d'entre elles ne fait des prédictions qu'il est possible de vérifier pour infirmer, réfuter ou adapter la théorie. Alors oui, aujourd'hui la description des atomes de Démocrite est frappante, mise en relation avec nos particules de la physique du XXe siècle. Il a une bonne intuition. Mais cela n'en fait pas une vraie théorie scientifique. Même si la cohérence de tous les travaux de Démocrite dans tous les domaines avec cette hypothèse atomiste est assez frappante. Non, ce qui démarque vraiment Démocrite de ses contemporains et qui lui donne son aspect si moderne, c'est surtout de placer le doute comme premier principe. Être critique et se méfier des certitudes. Démocrite disait « En réalité, nous ne savons rien car la vérité est au fond de l'abîme ». Entre ces deux théories, celui qui va trancher en faveur de la théorie de l'émission et en faire la théorie dominante pour plus de 1000 ans après lui, c'est Euclide. Il va donner à la théorie de l'émission des outils mathématiques et géométriques qui vont lui permettre d'être utilisés dans le monde réel, dans le domaine de la construction ou de l'art par exemple. Alors d'Euclide, je ne pourrais pas dire grand chose car on ne sait rien de lui. On pense qu'il a dû vivre aux alentours de -300, peut-être à Alexandrie, voilà, c'est tout. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il a écrit de nombreux ouvrages. Le plus connu d'entre eux est Éléments. Constitué de 13 livres, c'est le plus célèbre traité de mathématiques et géométrie. Les livres originaux en grec ancien sont perdus, mais le texte nous est parvenu par ses traductions byzantines, puis arabes et enfin latines. En 1482, il est l'un des premiers livres imprimés. Depuis, il a connu plus de 1000 éditions, record qui ne doit être battu que par la Bible, et encore. Ces livres présentent les démonstrations d'un très grand nombre de théorèmes mathématiques et géométriques connus à l'époque. Alors Euclide n'est sûrement pas l'auteur de toutes ces démonstrations, mais c'est lui qui les a compilées et organisées. Ces principes sont rigoureux et représentent la base des mathématiques modernes. Il commence par une série de 35 définitions. Par exemple, définition 1, le point est ce dont la partie est nulle. Définition 2, une ligne est une longueur sans largeur. Ou encore, définition 11, l'angle obtus est celui qui est plus grand qu'un droit. Définition 12, l'angle aigu est celui qui est plus petit qu'un droit. Ensuite, il pose 5 postulats ou axiomes, c'est-à-dire des éléments qu'il ne peut démontrer, mais qu'il va supposer vrais pour les démonstrations à venir. Postulat 1, un segment de droite peut être placé en joignant deux points quelconques. Postulat 2, un segment de droite peut être prolongé indéfiniment en une ligne droite. Postulat 3, étant donné un segment de droite quelconque, un cercle peut être tracé en prenant ce segment comme rayon et l'une de ses extrémités comme centre. Postulat 4, tous les angles droits sont congruents, égaux. Postulat 5, si deux lignes droites sont séquentes avec une troisième, de telle façon que la somme des angles intérieurs d'un côté est inférieure à deux angles droits, alors ces deux lignes sont forcément séquentes de ce côté. Ce cinquième postulat est le plus connu, mais il est souvent énoncé sous une forme un peu plus simple. Par un point, il passe une seule parallèle à une droite donnée. Jusqu'au XIXe siècle, on pensait que ce postulat pouvait être démontré à partir des 4 autres. Mais toutes les tentatives ont échoué avant que l'on admette l'indémontrabilité de ce postulat, qui portait donc bien son nom. Euclide énonce ensuite une série de notions communes, c'est-à-dire des énoncés évidents qui ne demandent pas de démonstration. Par exemple, les choses égales à une même chose sont égales entre elles. S'il y a des choses égales, on ajoute des choses égales, les tout seront égaux. Viennent ensuite pas moins de 470 théorèmes et leurs démonstrations, appelées propositions. Par exemple, la proposition 47 du livre 1 est le célèbre théorème de Pythagore. Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des petites longueurs. Il s'agit de la plus ancienne démonstration écrite de ce théorème. Allez, juste pour le plaisir, je vous mets la démonstration d'Euclide. Ça rappelle le collège. Je vous laisse mettre pause si vous voulez lire ça en détail. Bon, au final, pour notre histoire, ce livre ne rentre pas vraiment en compte. Mais je voulais tout de même en parler pour expliquer la démarche d'Euclide. Et c'est important, car c'est cette démarche scientifique solide qu'il va appliquer à la théorie de l'émission. Euclide a écrit d'autres livres sur les mathématiques, mais dont la plupart ont été perdus. Il a aussi écrit un ouvrage sur l'astronomie et la musique, mais surtout, et c'est ce qui nous intéresse, sur l'optique. Un livre qui s'appelle Optique et qui est considéré comme l'un des plus importants sur le sujet, jusqu'à Newton. Ce livre est organisé de la même façon que les éléments. Des définitions, des postulats, des notions communes et des propositions démontrées. Et voici donc les postulats choisis par Euclide à ce sujet. 1. Les rayons rectilignes provenant de l'œil divergent indéfiniment. 2. La figure contenue par un ensemble de rayons visuels est un cône dont le sommet est à l'œil et à la base des surfaces des objets vus. 3. On voit les objets sur lesquels tombent les rayons visuels et l'on ne voit pas les objets sur lesquels les rayons visuels ne tombent pas.
4. Les objets vus sous un angle plus grand apparaissent plus grands, ceux vus sous un angle plus petit apparaissent plus petits et ceux vus sous des angles égaux semblent égaux. 5. Les objets vus par des rayons visuels supérieurs semblent plus hauts et les objets vus par les rayons visuels inférieurs semblent plus bas. 6. De même, les objets vus par des rayons plus à droite apparaissent plus à droite et les objets vus par des rayons plus à gauche apparaissent plus à gauche. 7. Les objets vus sous un angle plus grand sont vus plus clairement. Ah bah là voilà notre jolie formalisation de la théorie de l'émission. Euclide postule que les rayons visuels partent en ligne droite des yeux vers l'objet dans un cône visuel et que les propriétés visuelles des objets sont déterminées par la façon dont les rayons les frappent. Les rayons visuels sont discrets, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas continus. En gros, ce ne sont pas des droites, mais plutôt des pointillés. Mais comme notre œil bouge très rapidement, nous avons l'impression d'une vision continue. Le dernier postulat est très intéressant car il essaye d'expliquer pourquoi on voit plus clairement un objet proche, simplement parce que le nombre de rayons lumineux qui tombent dessus est plus important et on le voit donc plus clairement. À partir de ces postulats, il va démontrer 58 théorèmes sur la notion de perspective et la représentation des objets. Il justifie notamment la grandeur apparente des objets à partir de l'angle duquel on les voit. Il ouvre un champ énorme de possibilités dans le domaine de la construction ou de l'art, avec l'ébauche de la perspective qui brillera tant à la Renaissance. Euclide aurait aussi fait les premières ébauches de la théorie de la réflexion et de la réfraction dans un autre ouvrage aujourd'hui perdu. J'emploie le conditionnel car on n'est pas complètement certain que cet ouvrage soit vraiment d'Euclide. L'étude de la réflexion, qui se nomme katoptrique en grec, explique que la lumière qui se propage en ligne droite peut être réfléchie par une surface, du métal notamment. Si la lumière arrive perpendiculairement à la surface, elle sera réfléchie exactement d'où elle vient, mais si elle arrive avec un certain angle sur la surface, elle sera réfléchie avec un autre angle. C'est le principe des miroirs. Si tous les rayons lumineux arrivent parallèles sur un miroir courbé, ils seront tous déviés suivant un angle différent. Un miroir convexe va séparer et faire diverger les rayons, tandis qu'un miroir concave va faire converger les rayons dans un point particulier nommé point focal, là où va donc se produire l'image de l'objet. Si par exemple on pointe un miroir concave vers le soleil, tous les rayons vont converger au point focal. Et si vous y mettez une feuille morte, elle va peut-être même s'enflammer. Si on pointe un miroir vers une étoile, son image se formera au point focal. Bon, il va quand même falloir attendre Newton pour qu'on puisse faire cela. La théorie de la réfraction explique comment un rayon lumineux est dévié en changeant de milieu, en passant par exemple de l'air à l'eau, donnant donc une vision déformée de l'objet que l'on regarde. C'est la réfraction qui nous donne l'impression d'avoir de grandes jambes sous l'eau dans une piscine par exemple. L'étude de la réfraction, qui se nomme dioptrique en grec, va amener à développer la seconde catégorie d'instruments optiques, les lentilles. En traversant différents milieux, les rayons lumineux sont déviés et en fonction du type de lentille, peuvent diverger ou converger au point focal. C'est le principe de la loupe. Sur ces deux sujets, Euclide ne fournit toutefois pas d'explication ni de démonstration. Alors Claude Ptolémée, j'en ai beaucoup parlé dans la seconde vidéo sur le géocentrisme, a écrit aussi un ouvrage nommé Optique, à la fin de sa vie à peu près donc au second siècle après Jésus-Christ. Malheureusement, à la différence de l'Almagès et de la géographie, il ne nous en est revenu que des fragments au gré d'hasardeuses traductions successives. Dans ce livre, il reprend les travaux d'Euclide notamment, toujours basés sur la théorie de l'émission. Il analyse aussi la réfraction de l'atmosphère de la Terre et ce que cela implique pour l'observation des astres. Il propose même la première table d'indices optiques de réfraction de certains milieux, comme l'air ou l'eau. L'approche de Ptolémée est empirique, à l'image de ses travaux sur l'Almageste et la géographie. Il fait des expériences, notamment sur la réfraction, et il en déduit les résultats, ce qui diffère d'Euclide, qui lui a une approche purement mathématique. Mais surtout, c'est le médecin Claude Gallien, qui vécut entre 130 et 200 après Jésus-Christ, qui va clore les études antiques sur le sujet de la vision. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce personnage, mais il faut savoir qu'il est considéré comme le dernier des grands médecins de l'Antiquité gréco-romaine. Avec Hippocrate, c'est l'un des fondateurs des grands principes de base sur lesquels repose toute la médecine occidentale. Il a commencé sa carrière à Pergame, en Asie mineure, avant de la terminer à Rome, où il a notamment été le médecin de plusieurs empereurs romains, dont Marc Aurèle et Commode. Dommage, il n'a pas été interprété dans le film Gladiator. Il a écrit une quantité phénoménale de livres et de traités. Les textes connus de Galien représentent un 8e de tous les textes grecs écrits entre l'époque d'Homère et le IIe siècle et qui nous sont parvenus. Malheureusement, son traité sur l'optique a été perdu. On a toutefois réussi à le reconstituer à partir des allusions et citations qu'il en fait dans ses autres ouvrages. Il décrit la physionomie de l'œil en se basant notamment sur ses travaux de dissection, et il décrit en détail en se basant sur la théorie de l'émission le parcours du rayon lumineux issu de l'œil dans les différents éléments qui le composent. Comme je l'ai expliqué au début, le problème de la lumière est traité à l'époque antique de manière anatomique par la vision. Grâce à l'autorité dans le domaine médical de Galien, la théorie de l'émission dominera pendant de nombreux siècles.
Galien clôture donc cette longue période d'optique antique, débutée presque 700 ans plus tôt par Empédocle. À quoi donc pouvait servir la lentille de Nimrud? Aristophane, le poète grec du 5e siècle avant notre ère, donne une piste dans sa pièce Les Nuées, écrite en -423, en évoquant les verres à feu. Des verres à feu, ce sont des lentilles convexes qui focalisent les rayons du soleil afin d'allumer un feu. Pline l'Ancien, l'écrivain naturaliste romain mort à Pompéi lors de l'éruption du Vésuve, confirme que de tels dispositifs ont été utilisés aussi dans l'Empire romain. On peut donc imaginer que peut-être la lentille de Nimrud avait la même utilisation. Nous n'avons aucune trace d'utilisation de lentilles optiques pour la vision avant l'époque romaine. Pline l'Ancien mentionne justement la première utilisation d'une lentille pour corriger la vision en décrivant l'empereur Néron qui utilisait une émeraude de forme convexe pour corriger sa vue lors de spectacles de gladiateurs. On trouve aussi la description de globes de verre remplis d'eau et de leur effet grossissant, notamment chez le philosophe Sénèque au début du 1er millénaire. Concernant l'autre catégorie d'instruments optiques, les miroirs, les plus anciens sont datés de -6000 en Anatolie et faits en obsidienne. Les miroirs en cuivre poli, plus réfléchissants, datant de -4000, sont découverts en Mésopotamie et datant de -3000 en Égypte. Les premiers miroirs en bronze poli sont découverts en Chine et datés de -2000. Les Romains innovent et polissent de l'étain et du cuivre pour en faire des miroirs. Mais le problème de tous ces matériaux est l'oxydation, qui rend leur qualité au final assez médiocre. On ne sait pas si les miroirs en verre qui ne peuvent pas s'oxyder ont été produits pendant l'Antiquité. Mais tous ces miroirs ne semblent avoir eu qu'une seule utilité, au final, admirer son reflet et se faire une jolie coiffure. Vous connaissez peut-être la légende d'Archimède et de ses miroirs ardents. En -213, la flotte romaine attaque Syracuse, en Sicile, alors colonie grecque. On raconte qu'Archimède aurait construit d'énormes miroirs en bronze et qui s'en seraient servis pour refléter la lumière du soleil et faire s'enflammer les voiles des bateaux romains, retardant la chute de Syracuse. En réalité, c'est très peu probable. Il était impossible à cette époque de construire de si grands miroirs de bronze, et des expériences menées par le MIT en 2005 ont montré que même si c'était le cas, il était impossible de reproduire ces faits de façon réaliste. D'autres expériences depuis sont arrivées à la même conclusion. Les Grecs distinguaient 3 sciences, l'optique, la science de la vision, la dioptrique, la science des lentilles, et la catoptrique, la science des miroirs. Et les mots ont un sens, en se concentrant sur l'optique, la vision, ils ont adopté une posture biologique. Avec la théorie de l'émission du rayon émis par l'œil en ligne droite, c'est en réalité le regard qu'ils ont théorisé et géométrisé. Un certain Léonard de Vinci poursuivra ses travaux pour développer la perspective, cet art si cher à la Renaissance. Sur la dioptrique et la catoptrique, les travaux d'Euclide et de Ptolémée sont les véritables fondations de l'optique géométrique moderne. Ils mettent en évidence les phénomènes de diffraction pour la première et de réflexion pour la seconde en tentant de les géométriser. Certes, ils ne trouveront pas les formules exactes, il va falloir attendre presque 2000 ans et Descartes pour ça, mais tout est déjà là. Avec la fin de l'époque grecque s'arrête l'étude théorique de la science de l'Antiquité. Les Romains, eux, se concentrent sur l'innovation technologique, se basant sur toutes les connaissances acquises par les Grecs pour perfectionner leurs outils et leurs techniques. Il faut attendre 1000 ans et l'avènement du monde arabe pour que les travaux d'Euclide, Ptolémée et Galien soient poursuivis. Car les véritables héritiers de la science grecque, sans qui tout aurait été perdu et oublié, vivaient au Moyen-Orient, en Asie centrale, en Andalousie et en Afrique du Nord. Mais ça, c'est pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, mettez un petit pouce bleu, un like, partagez la vidéo, abonnez-vous, ou tout ça. Vous pouvez même mettre des commentaires. Outre le fait que ça améliore la visibilité de la vidéo, ça me fait tout simplement plaisir. Alors voilà, pourquoi cette vidéo? Simplement parce qu'à la base, j'avais prévu de commencer à parler un peu d'astrophotographie pour expliquer comment je fais mes photos, mais je me suis rendu compte qu'il fallait commencer à parler de photons, à parler de longueur d'onde, etc. Bref, il fallait parler de la lumière. Et pour parler de la lumière, il fallait expliquer ce que c'était. Alors bon, j'allais pas non plus faire une vidéo juste pour expliquer ce qu'était la lumière, parce qu'il y en a plein sur le net, il y en a vraiment des très bien, donc vous pouvez aller voir. Et du coup, j'ai choisi d'adopter le sujet suivant l'angle que j'aime bien, c'est-à-dire essayer d'expliquer un peu l'histoire des gens qui ont fini par comprendre ce qu'était la lumière. Et donc, comme souvent, les histoires commencent en Grèce, et on a commencé en Grèce. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être la suite, peut-être autre chose, mais il y aura dans tous les cas la suite. Merci, au revoir.